Chers amis, bonjour pour la sortie du nouveau numéro d'Éléments, un numéro qui à chaque fois est très riche, évidemment. Nous allons parler de Christophe Guilly, de la ruralité, et même peut-être de Simon Leys à la fin, nous verrons. Je suis très bien entouré par notre ami Daoud Boughezala. Vous êtes maintenant un habitué de ces studios depuis même très longtemps, cher Daoud. François Bousquet, Bonjour, messieurs. Directeur de la rédaction, rédacteur en chef adjoint, je ne sais jamais comment vous qualifiez. Non, directeur de la rédaction. Directeur de la rédaction. Et avec Xavier Aimant. Et avec Xavier Aimant, qui était là précédemment. Votre dernier livre fait un tabac, peut-être, oui, on dire, on vous voit partout. Et c'est très mérité, donc je le rappelle, Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite, vous en reparlerez peut-être quelques mots encore pour nos téléspectateurs, paru aux éditions évidemment de la Nouvelle Librairie. Notre ami Christophe Lafosse, oui. Christophe André Maxime, Christophe, bienvenue. Bonjour vous à êtes maintenant tous. Fidèle au poste, et Patrick Luzinski, notre directeur artistique. Bonjour, alors, nous allons commencer d'abord par parler d'un nouvel entretien, je dis nouvel entretien parce que ce n'est pas le premier, que nous a donné Christophe Guilly. Pour en parler, je vais me tourner vers Daoud Boughezala. Christophe Guilly est maintenant peut-être pas un familier d'Éléments, mais enfin ça fait depuis assez longtemps qu'on s'intéresse à son œuvre et à ses analyses. L'homme de la France périphérique, l'homme qui est commenté à la fois à droite et à gauche, surtout à droite, il faut bien le dire, pour que certains considèrent comme un sociologue populiste, ou en tout cas qui a pensé le peuple. Et là, vous l'avez interrogé un petit peu à la faveur peut-être de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Est-ce que je me trompe en vous posant cette question ? Il se trouve que l'occasion fait le larron, oui, c'était d'actualité, mais c'est aussi à la faveur de sa propre actualité littéraire, qui est la sortie d'une espèce de fable, mi-essai, mi-fable, Métropolia, Périphéria, qui est une espèce d'adaptation fictive et littéraire de ses thèses de géographe social, c'est comme ça qu'il se définit. Je pense que le lectorat d'Éléments est assez familier de ces thèses, mais si on doit les rappeler à grands traits, c'est que 70% des Français, donc une large majorité, vit en dehors des grandes villes. Or, notre modèle économique, politique est pensé de manière tout à fait métropolitaine, c'est-à-dire que les aides sociales se concentrent vers les banlieues, l'activité économique se concentre dans les grandes villes, et finalement, les villes hyper connectées, les fameuses créatives, les villes créatives, disait, je crois, le sociologue Richard Florida, les smart cities, voilà, se développent au détriment des campagnes, des zones pavillonnaires, de tous les espaces, en fait, les fameux perdants de la mondialisation, sur lesquels un thème qui nous est cher. Et qui recoupe en partie. François, vous voulez rajouter quelque chose? On a fait un dossier sur la ruralité. Comme Daoud ne va pas le dire, Boughezala, Christophe Guilly a donné pas mal d'entretiens à l'occasion de la sortie de son dernier livre, qui en effet est un conte philosophique, enfin philosophico-politique. Franchement, alors on est toujours jugé parti quand on défend Éléments, mais pour moi c'est le meilleur entretien de Guilly que j'ai pu lire ces derniers mois, parce que c'est l'entretien qui va le plus en profondeur dans son œuvre. Et comme disait notre camarade Daoud, c'est l'homme d'une idée fixe. C'est l'homme, mais en même temps, le génie, c'est l'idée fixe. On parlait de Baudelaire hors plateau. Le génie, c'est le poncif. Il a créé un cliché, comme disait. Ouais, il a créé un cliché que. Par quand même d'un diagnostic objectif. Ouais, mais simplement personne ne le voyait. Simplement, c'est la lettre volée de Pau. Oui, on a le peuple il y a 15 sous les ans, yeux. Il y a 15 ans, 15-20 ans, ça a été vraiment le pionnier. Et il y a le peuple sous les yeux, on ne le voit pas. On pense que le peuple, à l'époque, il y a 20 ans, il y a plein d'articles, d'articles universitaires sur la fin du peuple. Le parachèvement de la moyennisation de la société. Or, Christophe Guilly nous dit depuis 20 ans, alors évidemment, c'est un discours qui se répète parce que c'est une réalité centrale, guerre des territoires. Il dit que le territoire se polarise à rebours de Fourquier, qu'il ne s'archipélise pas, alors qu'en réalité, il s'archipélise et il se polarise. Les deux cartes se recoupent. L'archipélisation, c'est une France communautarisée, avec des îlots, arabo-musulmans, d'excellence scolaire, etc. Et puis ensuite, une fracturation électorale qui est la matière de Guilly, c'est le bloc central. Voilà, disons que la lecture géographique de la France par Guilly s'apparente plus à celle de notre ami Jérôme Sainte-Marie, bloc contre bloc, un bloc élitaire et un bloc populaire. Et d'ailleurs, on le titille un peu avec notre ami Xavier Aimant, qui a effectué un entretien avec moi. On met quelques banderies sur la pensée de Guilly. On trouve un tantinet parfois peut-être trop populiste, ou peut-être qui a une tendance à idéaliser parfois la common decency du peuple, opposé à un bloc élitaire qui serait, qui aurait un peu les vices des élites mondialisées. Et donc, on essaie de le titiller pour qu'il déploie un peu sa pensée en expliquant notamment ce qui fait que le peuple est plus... Enfin, le peuple au sens le plus quasiment marxiste, en fait, le peuple à l'exclusion des élites mondialisées est plus enraciné, développe une espèce d'éthos
Est-ce que l'un des angles morts de Guilly, c'est aussi de ne pas penser en termes ethnoculturels? Il est resté un petit peu marxiste. Au fond, il y a le peuple qui serait bon et qu'il définit de manière quand même très sociale en termes de presque de classe d'ailleurs, et en oubliant que le peuple aujourd'hui est l'aspect ethnos assez peu présent. C'est une des critiques qu'on lui adresse, mezza voce. Disons qu'il effleure un petit peu cette problématique avec la notion d'insécurité culturelle, donc il a forgé, faut bien le dire, et on essaye de développer ce thème-là. Disons que tout simplement, de manière très empirique, travaillant avec des bailleurs sociaux, donc des gestionnaires HLM, il a constaté que c'était un motif de déménagement, de demande de déménagement qui revenait, c'est-à-dire grosso modo, je n'ai rien à partager avec mon voisin pakistanais ou autre, ou avec toutes les nuisances que ça peut engendrer, pas seulement sur le plan de la sécurité, même une espèce d'incompatibilité des modes de vie. Mais effectivement, ce serait mentir que de faire de Christophe Guilly un penseur du fait ethnique ou même ethnoculturel, absolument. Il ne parlerait pas comme Jacques Chirac du bruit et de l'odeur, si je puis dire. De manière tout à fait prosaïque, peut-être, sur un niveau aussi pragmatique. François, c'est le point mort du guilluisme, peut-être. À mon avis, c'est pas le seul. Mais disons que le principal, c'est que c'est de fait son discours a été approprié, monopolisé par le RN. Il n'y a pas de franchissement du Rubicon de sa part, ce qui n'est pas sans poser problème, parce que les communistes à la grande époque attiraient des intellectuels. Le RN n'attire toujours pas d'intellectuels. Or, Guy, lui, était quand même l'intellectuel sur mesure pour ce parti-là, d'autant qu'il a peut-être qu'il surjoue son côté Gavroche, mais à une époque où il n'y a que des Gavroches pour Netflix, quand on se promène dans Paris, c'est que ça dans les quartiers bobos. Il a un petit fond Gavroche de l'ancien temps, Guy, lui. Mais il n'ose pas appeler un chat un chat. Or, toute sa sociologie, celle de Johnny Hallyday, l'enterrement de Johnny Hallyday, il y a 1 million de Français de la France périphérique qui sont à Paris, à la Madeleine, d'une cohérence ethnique fascinante et sociologique, mais il ne voit que la sociologie. Les Gilets jaunes, c'est la même chose, et il n'arrive pas à dire le nom de ces choses-là. C'est en sous-texte, en permanence en sous-texte. On le lui reproche d'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit une stratégie de sa part, c'est plutôt un impensé en fait. Voilà, je pense que effectivement c'est un angle mort. Non, j'ai l'impression qu'il est tout à fait franc, sincère, honnête et droit, et que effectivement. Voilà, c'est en dehors de son logiciel. Il ne rêve pas d'une France d'hier qui aurait pu allier justement une immigration très contrôlée, et donc avec des gens qui s'assimilent, et une cohabitation plutôt pacifique entre des gens issus de l'immigration et des Français de souche. C'est exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'immigration de masse, la chose est devenue je pense qu'il a un logiciel assimilationniste républicain de gauche, type chevènementiste, qui est tout à fait respectable à certains égards, mais qui semble être quand même dépassé et en même temps, par la situation. Il a compris à la faveur de ce qui s'est passé au moment de Charlie Hebdo, mais là, ça renvoie à des débats d'il y a 10 ans, pas tout à fait à manière d'Emmanuel Todd, mais quand même qu'il était utopique de demander à l'ensemble de la population française d'être Charlie, pour des raisons ethnoculturelles, religieuses que je n'ai pas besoin de développer ici. Et donc, à l'époque où je travaillais pour Causeur, notamment Elisabeth Lévy lui reprochait de manière très courtoise et civilisée, mais presque un apôtre du multiculturalisme par en fait son abandon du logiciel assimilationniste. Parce qu'effectivement, il essaye de penser une France qui serait post-assimilationniste et en même temps néo-républicaine. Donc effectivement, ça achoppe sur certaines réalités. Peut-être, il nous appelle un peu comme Jean-Paul II à la fin de votre entretien, à n'ayez pas peur. Donc il y a un discours de Guy Lui qui n'est pas que pessimiste en fait. Il y a aussi une ouverture, j'ai l'impression. Oui, et en même temps, une des autres limites, à mon avis, Guy, François l'a dit, c'est la question politique. C'est-à-dire qu'étant un franc-tireur, à mon avis, irrécupérable ou irréductible, c'est selon, c'est quelqu'un qui ne franchira jamais le Rubicon par nature. Il ne sera jamais l'intellectuel organique. Il est lu absolument par tout le monde. Alors peut-être pas par Mélenchon, mais en tout cas de Macron à Le Pen, on lit... Je pense qu'il a été lu par Mélenchon en 2017. Et même reçu par Macron. Reçu par Macron, reçu par François Hollande, reçu par Nicolas Sarkozy. Alors reçu également par Emmanuel Valls, à la demande de tous ces gens-là. Mais il ne répond pas, alors quitte à mettre les pieds dans le plat, il ne répond pas aux sollicitations de Marine Le Pen. Ce qui est quand même problématique. Moi, je pense, mais bon, j'adore Guy Lui, la question n'est pas là, mais je pense qu'à un moment donné, il devra quand même clarifier sa pensée
Peut-être encore terrorisé par son milieu. Bon, voilà, mais bon. Alors nous allons passer enfin, ce n'est pas d'ailleurs un dossier qui est si loin d'ailleurs des thèses de Guilly, et il les recoupe, un dossier ruralité, nos campagnes en danger. Alors moi j'aimerais décomposer un peu le titre, nos campagnes. D'abord, qu'est-ce qui reste de la campagne en France aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que cette campagne? Vous avez fait écrire un article, Christophe. C'est un dossier qu'on a intitulé par ailleurs, en dehors du titre, ruralité. Alors la ruralité, c'est bien embarrassant, puisque la ruralité, c'est devenu presque une espèce de jargon technique pour ne pas parler de la réalité anthropologique, poétique, civilisationnelle de nos campagnes. Voilà. Alors c'est un article, c'est un dossier très divers. J'invite tous nos lecteurs à découvrir notamment le très grand article de François de Voyer. Très excellent article en effet. Oui. Qui est un mélange, qui est une espèce d'hommage paradoxal à la campagne, mais qui établit des propositions. Il nous incite à habiter, bâtir, redévelopper. Donc c'est quelque chose c'est un air frais, un refuge absolument merveilleux. Nous avons Xavier Aimant dans son registre à lui qui nous fait là une jolie introduction où il se moque gentiment des gens qui veulent retourner à la terre, de ces bobos un peu déçus, un peu désenchantés par un retour à la terre un peu fictif, où ils se rendent compte que les territoires sont en grande difficulté, mais que le problème est un problème avant tout du cœur humain, où en fait le paysan imaginaire a disparu, n'est plus là, et donc en fait tout le monde est une espèce de citadin mondialisé comme un autre. Donc voilà, donc c'est un dossier très riche. Moi-même, j'y contribue un petit peu avec un peu de poésie, où on revient peut-être à des notions authentiques du paganus, c'est-à-dire le poète paysan qui habite sa terre, qui a une transmission et qui, contrairement avec ce thème récurrent évidemment de l'enracinement plutôt que de l'identité d'ailleurs. On peut par ailleurs citer le livre de Rémi Soulier, qui est La Nouvelle Librairie, plein de choses comme ça. Au fond, on est très loin quand même de la campagne de Roupnel et de Vincenot, François. Comment est-ce que c'est la tierce voie qu'on essaye de faire et de dégager dans le dossier. Coincé entre deux visions de la ruralité qui sont problématiques. Déjà, la question du terme ruralité et territoire aujourd'hui, qui a évacué le terroir, enfin l'appartenance, le paysage. C'est comment aménager une campagne qui ne relève pas totalement artificialisée d'une agriculture d'agriculture industrielle en réalité, c'est vers laquelle on se dirige, sans protection de nos frontières, ce qui fait qu'on se dirige vers des fermes méthanisées, des fermes solaires, des fermes de 1000 vaches, totalement artificialisées, et en vis-à-vis, comment ne pas tomber dans la caricature outrancière de l'écologie politique. Pour rappel, l'écologie politique, on s'est tombé il y a 15 jours, là. Il y a du ramassage scolaire en Bretagne, chez Patrick, qui se fait avec un cheval de trait. Oui, et bon, qu'est-ce qu'a fait Émeric Caron et les antispécistes? Ils ont fait une grande pétition nationale pour protéger les chevaux de trait. Donc on essaye de trouver la voie médiane entre la folie furieuse des Khmers verts, tout en défendant une écologie enracinée, qui est celle de François de Voyer qu'évoquait Christophe. François de Voyer fait un retour à la campagne, puisqu'il a passé un bac agricole, il a refait des études d'agriculture, et il nous rappelle ce qu'était la campagne et ce qu'elle peut redevenir, mais en évitant, se gardant de l'idéalisation et de la tentation qu'on nous vend aujourd'hui, au nom de la mondialisation, comme... On n'a pas sanctuarisé l'agriculture à la différence de l'énergie. L'énergie ne relève pas de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'agriculture, si. Donc on est victime d'une concurrence internationale. Comment on fait pour protéger nos paysans? On ne les protège pas. Le choix qu'on a fait, c'est des fermes XXL. Donc ça veut dire que nos 500 000 paysans, à horizon de 5 ou 10 ans, la moitié ne seront pas remplacés, parce qu'ils seront à la retraite. Avec une sorte de population de grand remplacement. Guilhuy, on parlait de Guilhuy, mais Guilhuy a vu ce phénomène se faire dans l'Ouest, dans tout l'Ouest de la France, où les campagnes sont en train de se désertifier, et ce sont les citadins qui viennent s'installer. Et donc avec le mode de citadin, c'est-à-dire qu'il leur faut la fibre parce qu'ils font du télétravail. Donc la campagne telle qu'elle existait avec ses habitants est en train de disparaître. Mais pas que des signaux négatifs. Parce que vous voyez, en effet, il fait le portrait d'une campagne qu'on a idéalisée, mais en réalité, c'est le Formica il y a 50 ans, et aujourd'hui, c'est des distributeurs de pizza dans les villages. Donc ne rêvons pas non plus, avec un déplacement automobile, une dépendance automobile qui est phénoménale. Vivant là-dedans, je le vois, même pour faire 500 mètres, les gens prennent la voiture. Donc pour amener les enfants à l'école, c'est 1 kilomètre, on prend la voiture. Donc c'est pas idéalisé, mais néanmoins, il y a des opportunités qui s'offrent à nous, et on essaye de les explorer dans ce numéro. Et quelles seraient, alors, pour éclairer un peu nos téléspectateurs, les vertus d'un retour à la campagne, si tant est que ça puisse exister?
Moi, je suis passé par là, puisque Patrick aussi, beaucoup de gens de nos générations, passé la trentaine ou la quarantaine, surtout quand il y a des enfants, il y a une bascule, les arracher à la ville. Hein. D'abord, c'est les arracher à l'enfer citadin, à l'enfer des Babylones modernes, hein, pour leur offrir... on retombe sur du Guy Lui. Hein, de l'espace. De l'espace et de la séparation. Sauf que Guy Lui ne veut pas l'admettre, c'est ça le problème. Ce que les gens recherchent, c'est de la séparation. Séparation communautaire, culturelle, sociale, hein, ethnique, religieuse. Hein. Beaucoup de gens qui ont fait le choix des rurbains, ce qu'on appelle les rurbains, ou des néo-ruraux, ils n'en feront jamais l'aveu, parce que beaucoup, comme le disait Patrick, c'est des bobos qui ont profité du télétravail pour faire exploser les prix de l'immobilier, en particulier sur la côte atlantique, hein, là où tu es. Guy Lui, de mémoire, parle de la Airbnbisation des côtes bretonnes, précisément pour cette raison-là. Et dont les locaux, eux, n'ont plus les moyens de se loger. Voilà. Les jeunes Bretons peuvent plus se loger à la campagne, enfin sur leur territoire. Mais disons aux jeunes Bretons qu'il y a une diagonale du vide dans laquelle je suis. Moi, c'est la Bourgogne, enfin la basse Bourgogne. Hein. C'est totalement désindustrialisé. Le prix de l'immobilier est très bas, donc venez vous installer plutôt en basse Bourgogne. Peut-être que les jeunes Bretons vont rester en Bretagne, François. C'est plus compliqué, mais voilà. Mais écoutez, alors oui, vous vouliez parler de Peter Turchin, parce que vous faites un portrait de cet intellectuel assez méconnu pour l'instant. Moi, j'ai découvert son existence, en tout cas en lisant Éléments. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur Peter Turchin, qui est un penseur un peu pas un collapsologue, mais un penseur de l'effondrement à sa manière. Si, à sa manière, oui. Peter Turchin, c'est un savant d'origine russe qui s'est installé aux États-Unis. De formation, c'est un biologiste qui a travaillé sur les sociétés animales et donc les comportements animaux. Et puis à un moment donné, on a fait le tour. C'est très bien d'étudier les rats, les fourmis, les oiseaux, etc. Mais bon, il dégage des invariants. Donc, et à un moment donné, il s'en est un peu lassé. Et il s'est dit pourquoi on n'essaye pas il renoue avec le structuralisme au fond. Pourquoi on n'essaye pas de dégager des invariants dans les sociétés humaines, hein, donc même pas des cycles, hein, c'est des grandes étapes qui scandent la vie et l'effondrement des sociétés. Donc il s'est intéressé, il a réuni un matériau phénoménal grâce aux moteurs de recherche, grâce au big data, et il a réuni à peu près 10 000 ans d'histoire et 700 civilisations. 700 civilisations, 10 000 ans d'histoire, qu'il a foutu dans un ordinateur, dans des machines, pour essayer d'en tirer des lois de l'essor des civilisations et du déclin des civilisations. Et il retient deux facteurs qui me semblent très originaux et très nouveaux, en tout cas. C'est la surproduction d'élite. C'est pas, dans l'absolu, c'est pas que c'est totalement original. Simplement, il fait un focus très fin sur ce qu'il appelle la surproduction d'élite. Et il montre que l'effondrement des sociétés, souvent, ou en tout cas les révolutions, ce sont des guerres où la force d'appoint, c'est le peuple, mais ça n'est qu'une force d'appoint. En réalité, c'est un discours anti-populiste à sa façon. Le peuple n'est là que pour être l'auxiliaire d'une classe sociale, les élites, parce qu'il y a un conflit intra-élite. Il donne l'exemple de MeToo. MeToo n'a pas du tout affecté l'électorat populaire. La caissière ne s'intéresse absolument pas à MeToo, je veux dire. Donc ça n'a affecté qu'une lutte inter-élite, donc au sein des élites, parce que il y a quantité d'élites, notre surproduction d'élites universitaires fait qu'il y a quantité d'étudiants de Bac plus 5, Bac plus 7, tout ce qu'on voudra, qui sont sous-employés. Donc ça nourrit une rancœur, ça nourrit un ressentiment. Ça recoupe les travaux d'Augustin Cochin, surtout de Cochin, qui avait travaillé sur la Révolution française et qui avait montré que la Révolution française n'aurait pas pu avoir lieu sans les notaires de province, sans les avocats un peu, les avoués de province, un peu ratés, les médecins, les pharmaciens. Donc c'est un bouquin, ça s'appelle Le chaos qui vient au Cherche Midi. Ça a tous les défauts des livres américains, c'est l'histoire quantitative, un peu structuraliste, mais en même temps, ça a tous les avantages et les qualités des bouquins américains, c'est vivant, drôle, avec des exemples percutants. Donc je le recommande à nos auditeurs. Peter Turchin, on va retenir Le chaos qui vient au Cherche Midi. Le chaos qui vient au Cherche Midi. À propos de chaos, François, j'y reviens parce que c'est un livre important, je pense, le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. On entend à la faveur de la mort de Jean-Marie Le Pen, on a entendu cette phrase à Mantes-la-Jolie, je vais te faire courir, tu vas voir Rouquin là-bas. Mais il se trouve que dans nos banlieues, la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est plutôt je vais te faire courir, sale blanc, en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous parler très brièvement, il nous reste 7 minutes, on a encore quelques petits sujets à porter, mais du livre, de son écho, parce que nous sommes ici entre nous à Éléments. Je vous vois sur CNews, dans le journal du dimanche. Est-ce que, en dehors d'ailleurs des médias un petit peu dissidents, entre guillemets, même si CNews est un média grand public,
vous arrivez à toucher votre public. Non, le bouquin ne sort pas le bouquin pour le moment ne sort pas de la réinfosphère plus Bolloré. Alors Bolloré était la nouveauté pour beaucoup d'entre nous. Bolloré, Sterrin, si Marianne, ouais exact, ouais Marianne. Ici à Marianne et Rachel Binas, on a fait un débat avec Kevin Merci Daoud, avec Kevin Boucaud Victoire. Mais néanmoins, cela étant dit, néanmoins, il a quand même du mal à rentrer dans les médias centraux, le livre, parce qu'il heurte de front une croyance qui est de plus en plus ancrée dans le système journalistique, universitaire, c'est que le racisme anti-blanc n'existe pas, ne peut pas exister dans un univers dominé par des normes blanches. Enfin, c'est toutes les théories du racisme systémique, qui fait qu'on a quand même le plus grand mal depuis 10 ans à parler du racisme anti-blanc. Moi, je rappelle à la fin du bouquin les lynchages anti-blancs 2005. Ouais, 2005 et 2006. À 2 reprises en 2005, 2 reprises en 2006. Ça avait percé le mur médiatique, puisque Le Monde, Paris Match, Libé, Le Figaro en avaient parlé. Même Bernard Kouchner. Kouchner, Taguieff, Finkielkraut, pas mal d'intellectuels juifs de gauche avaient signé une pétition. On défend Kader. On défend, mettons Samuel, enfin un prénom, Bruckner avait signé, ouais, mais pas Sébastien. Ouais. Mais pas Sébastien. Et de fait, moi je raconte des scènes de lynchage, dont une qui n'a pas du tout, en 2006, qui n'a pas du tout été médiatisée, encore pire que celle qui a eu lieu où Paris Match a pris des photos. Pour vous répondre à votre question, ouais, c'est un sujet vraiment important, mais vite fait. Jusqu'à présent, il y avait eu un seul livre d'enquête, mais très frustrant, très petit, de Tariq Yildiz, qui est un sociologue, qui avait recueilli des témoignages sur le Bondi Blog il y a 15 ans de cela, mais il n'y avait rien, quoi. Donc franchement, c'est un travail pionnier, je le défends, et qui te prend à la gorge, parce qu'on est... prend à la gorge, en effet, écho assez émouvant quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux ou qu'on entend parler de ce livre, que ça libère la parole aussi. Oui, je pense que c'est le but. Est-ce que le but, au fond, François, c'est pas que tu fasses de ce livre une arme pour qu'il y ait un MeToo? Ah ouais, non, mais moi j'aimerais bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, pour un appel à témoins, sans basculer dans un phénomène de victimisation. Ça, c'est ce que reprochait Julien Rochdy, d'ailleurs. On me l'a souvent reproché, mais en même temps, ça m'est reproché par Rochdy, par Paul Sugy au Figaro, ou d'autres, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été à la place des gars dont je parle ou des filles dont je parle. On a tellement peu intériorisé la victimisation qu'il faut aller vraiment aller chercher les témoins presque avec les dents. Parce qu'ils ne veulent pas témoigner. Je veux dire, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la peau d'une victime. Moi, j'ai un témoin. C'est peut-être quelque chose de peu gratifiant aussi, de presque honteux de la part d'une victime. Oui, mais à un moment donné, il faut se confronter à la vérité et pas se réfugier dans le déni. Moi, j'ai un témoin à Bourg-de-Péage qui est juste en face de Romans-sur-Isère. Juste en face. Le gars, il a 26 ans, il est livreur et il s'est fait massacrer la gueule quand il avait 16 ans par des afro-maghrébins du quartier de l'Horloge à Romans-sur-Isère. Et il me dit la chose suivante. Il y a 10 ans, c'était lâche pour moi de témoigner. C'est lâche, je n'ai pas voulu. Et 10 ans après le meurtre de Thomas, c'est lâche de ne pas témoigner, quoi. Le témoignage est bouleversant parce que le gars, c'est un chauffeur-livreur, il n'a pas de code culturel qui lui permette, puis il y a un vide identitaire au départ. Il y a plein de témoignages comme ça, c'est qu'on a lâché, quand je parle du séparatisme, tout le monde se sépare, Et moi, je parle des gens qui n'ont pas pu se séparer, voilà. Des derniers blancs qui étaient aux Ulysses, à Évry, au Mureaux, etc., qui n'ont pas pu quitter ce qu'ont fait tous les autres, le white flight, l'exil pavillonnaire, s'acheter un pavillon à crédit et s'endetter pendant 20 à 30 ans. Ça correspond aussi à une sorte de lutte de classe, parce que dans vos témoignages, c'est le petit blanc. C'est le petit blanc. C'est exact. C'est pour ça que on commence à voir ce que ça rentre dans les centres-villes aujourd'hui. Et puis parfois, par le ramassage scolaire, il y a des gens qui ne sont pas forcément des petits blancs, qui dans le ramassage scolaire sont embarqués avec... c'est un truc fascinant, le ramassage. J'ai des témoignages sur le ramassage scolaire que je n'ai pas dans le bouquin, dans des bourgs de 2500 personnes. Les types, leur hantise le matin, c'est de rentrer dans le car et qu'il n'y ait pas de place de devant. C'est leur hantise. Si tout est occupé devant, ils vont au fond et ils se font massacrer. Et le ramassage peut durer 50 minutes, parfois, 40, 50, même 1 heure. Il s'arrête, le car s'arrête, machin. Donc tout ça, on ne va pas le voir en centre-ville. Le chauffeur de bus participe lui-même au racisme anti-blanc. Non, il y a une vidéo. Non, il y a une vidéo là hier ou avant. Il y a que ces jours-ci à Marseille, une nana qui a, âgée, qui a remis à sa place plein de petites racailles. On voit très bien comment ça fonctionne. Enfin bon, voilà. Ils agissent en meute, pour prendre en quelque sorte en meute. Et ce racisme intéressant
peut aussi provoquer un réveil identitaire chez certaines de ces victimes, qui ne savent pas, et c'est l'objectif qui se découvre parce qu'il y a une possibilité. Ouais, mais malheureusement, c'est l'assimilation en envers. Moi, je vois de plus en plus dans le métro des filles aux yeux bleus, parfois très jolies d'ailleurs, rarement, mais parfois très jolies, ça arrive avec le voile. Moi, dans le TER, Patrick m'a fait suivre ce matin, enfin ces jours-ci, un témoignage qu'on a reçu d'un Français qui est jeune, qui est étudiant, qui est parti en Asie. Lui, il est né à Champigny-sur-Marne, dans une famille de 5 personnes. Je vais le contacter. Merci Patrick. Un frère drogué, frère aîné drogué, qui est le modèle. Le frère cadet converti à l'islam. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, pour eux, il n'y a pas d'autre solution. Ou alors la fuite. Ceux qui font le nombre de témoins qui se sont barrés, c'est sidérant. Espagne, Italie, il y a des pays, je ne peux pas dire, en Europe, parce qu'il ne veut pas que je le dise, et certains même à l'autre bout du monde. C'est les théories d'Hirschman, exit, voice ou loyalty. En cas d'affrontement, on parle, on fuit. C'est la fuite, je le reprendrai. Merci Daoud, je le reprendrai. Et nous, ce qu'on veut, c'est précisément qu'ils aillent au combat, quoi. Puisque notre ami cité Jean-Paul II, il faut dire, n'ayez pas peur, entrez dans l'espérance. Après ces témoignages, il faut quand même espérer. Et j'espère qu'Élément permet d'espérer un avenir pour notre civilisation. En attendant, je vous retrouverai dans 2 mois pour parler du prochain numéro. Et avant moi, vous aurez le plaisir de retrouver notre ami Patrick Luzinski pour cette année-là. Cher Patrick, nous verrons de quoi vous allez nous parler dans 1 mois. Merci à vous, bonjour, bonsoir, au revoir et bon courage. Tenez bon. Au revoir.